France Info. Les armes vont-elles enfin se taire dans l'est de l'Ukraine? Difficile à croire ce matin alors que les accords signés la semaine dernière à Minsk prévoient le retrait des armes lourdes de la ligne de front. Retrait qui devait commencer cette nuit, mais sur le terrain la guerre est encore là autour de plusieurs villes. Bonjour Pierre Laurin. Bonjour. Écrivain, journaliste et fin connaisseur de la Russie. Vous y croyez à la fin de la guerre ? Écoutez, il y a des chances pour que cela se produise, comme il y a des chances pour que cela dérape. Actuellement, nous sommes vraiment dans l'entre-deux. Il y a toujours des combats, mais c'était plus ou moins prévu dans certains secteurs qui sont vraiment l'objet de problèmes et de luttes assez acharnées dans le passé et donc qui se poursuivent là. En revanche, cette nuit a été relativement calme sur tout le front. La conversation téléphonique entre Merkel, Poroshenko et Poutine a effectivement mis en évidence les risques et les dangers, mais également les côtés positifs. Les côtés positifs étant que les deux parties sont d'accord pour commencer le retrait des armes lourdes aujourd'hui dans les zones où on ne se bat pas. Le problème, c'est que si des poches de combat persistent, comme c'est le cas même très localement, eh bien c'est une situation qui fait perdurer un climat de guerre, on le sent bien. Oui, bien entendu, mais on savait d'avance que ce n'était pas gagné, qu'il y allait y avoir des problèmes, et tout le monde en était conscient. Il suffit de voir les déclarations d'Angela Merkel et de François Hollande tout de suite Personne ne s'est avancé. Signature des accords par le groupe de contact. Ça n'empêche pas d'avoir de l'espoir. Est-ce que la clé de la fin des combats, elle se trouve à Moscou ? Non, aujourd'hui, je crois que la clé se trouve plutôt du côté de Kiev, parce que il semble que les séparatistes font preuve en ce moment d'une certaine bonne volonté, sauf dans la région de Debaltsevo. Mais c'est surtout les divisions internes à l'intérieur de Kiev qui créent des problèmes et le comportement d'un certain nombre de brigades de la garde nationale qui échappent au contrôle direct de l'armée et qui ont déjà déclaré qu'elles considéraient les accords de Minsk comme nuls et non avenus. C'est surtout dans le comportement de ces unités et également dans le comportement des jusqu'au-boutistes du côté des rebelles que se situent les risques. En revanche, il y a une volonté de part et d'autre de réellement essayer d'aller de l'avant. Simplement, si ça dérape réellement dans des secteurs où normalement les choses doivent bien se passer, alors là, tout le processus de Minsk sera non seulement en danger, mais pratiquement abandonné. Il y a un secteur clé, vous l'avez cité, c'est la ville de Debaltsevo, inaccessible pour les inspecteurs de l'OSCE. C'est une zone de non-droit. Pourquoi tant d'enjeux autour de cette ville ? Bien, l'enjeu, c'est qu'il y a entre 6 et 8 000 soldats ukrainiens qui sont encerclés, qui ne veulent pas déposer les armes, comme les y incitent les rebelles, et que là, c'est une question pour eux non pas de survie, parce qu'ils pourraient se rendre et il y aurait un couloir qui pourrait les ramener sur le territoire contrôlé par les troupes ukrainiennes, mais je crois que c'est plutôt une question de principe et une question de tant que les combats continuent. Ils n'ont pas besoin de se rendre, d'une part, et puis d'autre part, de toute manière, si les combats s'arrêtent, ils seront obligés d'abandonner ces positions. Donc, il y a là un jeu perdant-perdant qui ne peut se trancher que par le retrait simultané des rebelles. Et le problème, donc ça se négocie, mais c'est difficile à négocier. Et le problème, on le comprend bien, c'est que personne ne veut faire le premier pas. Dans ce cas-là, c'est un peu le risque du cycle infernal. Effectivement, c'est le risque du cercle vicieux. Si tu ne bouges pas, je ne bouge pas. Mais d'un autre côté, il est toujours possible que l'une des parties fasse preuve d'intelligence et de bonne volonté et qu'elle laisse l'autre. Vous savez, on ne peut pas se battre tout seul. Un mot encore, Pierre Laurin, rapidement. L'Union européenne a prononcé une nouvelle sanction contre des dirigeants russes, assez proches du pouvoir d'ailleurs, des vice-ministres de la Défense. Pourquoi et est-ce que ça peut marcher ?
ça ne peut pas marcher. C'est une démarche qui est une satisfaction d'amour-propre pour certains pays de l'Union européenne, mais qui n'a réellement aucune incidence sur la politique russe, et d'autre part, qui crée des problèmes diplomatiques. Certains, si on se met à créer des sanctions contre des personnalités officielles, la riposte est très simple. Il suffit de faire la même chose d'une manière symétrique. Et si nos diplomates ou nos membres du gouvernement sont dans l'impossibilité de contacter les Russes, d'aller à Moscou ou ailleurs pour des négociations ou autres, eh bien, on est bien embêté, on est bien embarrassé, tout simplement parce que la diplomatie, c'est l'art du contact et de la négociation. Si on ne peut pas négocier, il n'y a pas de diplomatie. Et ça sera le mot de la fin. Merci pour cet éclairage, Pierre Laurin. J'invite nos auditeurs à se pencher sur votre prochain ouvrage. Il sortira le mois prochain, L'Ukraine entre deux destins. C'est aux éditions Bartilla. Merci d'avoir été en direct sur France Info.